Bienvenue sur votre podcast Au cœur du réseau, le rendez-vous mensuel de Pur Pain Alumni pour découvrir des parcours hors du commun. On démarre dès à présent avec Mathieu Benoît, promo 71, qui vous présente aujourd'hui notre nouvel invité. Je suis heureux de vous présenter Baptiste Andrieux, qui est le cofondateur et le président de Canopé Consulting, qui intervient au titre de la 90e promotion, fort célèbre à mon avis, et qui va nous traiter aujourd'hui le sujet des enjeux de l'innovation dans l'agriculture et de la manière de porter cette innovation pour répondre à des enjeux d'évolution et de transition. Donc, je lui laisse la parole, mais avant ça, je vais quand même vous demander si des questions vous viennent, vous nous les faites, vous nous les traduisez dans le chat et on essaiera en fin d'intervention, vers 2h moins 10, 2h moins 5, de les traiter et de les modérer pour que vous ayez des réponses à ces questions. Voilà, en tout cas, bon témoignage, à très bientôt. Super, merci à tous. Bonjour. Donc, moi, je suis Baptiste Andrieux, je suis de la 90e promotion. Donc, je suis l'associé et le fondateur de Canopé. Alors, Canopé, c'est une société de conseil financier et stratégique pour le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, on a plusieurs branches métiers. On a une branche de capital investissement plutôt orientée sur l'innovation du monde agri-agro. On a une branche qui est plutôt axée transactionnelle. On fait du conseil pour des opérations de levée de fonds ou de fusion ou d'acquisition d'entreprises. Et puis après, on a une branche purement consulting. On va travailler avec des structures comme le ministère de l'Agriculture sur de la recherche d'outils innovants de financement des agriculteurs, pour la Banque des territoires sur le plan de relance, etc. Donc ça, c'est un peu le panel de nos métiers. Et avant cela, j'ai passé quelques années au Crédit Agricole dans la partie banque de financement pour le secteur agri-agro. Puis j'ai rejoint Mimosa pour créer les activités de financement participatif, un crédit, puis le fonds de dette avant de rejoindre Canopé. Et mon sujet aujourd'hui, c'est de vous parler de comment on peut financer les innovations du monde agricole et comment ces innovations peuvent répondre aux enjeux de notre siècle. Alors justement, les enjeux de notre siècle pour l'agriculture et l'alimentation, selon moi, quels sont les défis pour l'humanité auxquels nous sommes confrontés en tant qu'acteurs du monde agricole? Déjà, il y a le défi démographique pour nourrir durablement l'humanité. Il y a le défi climatique, mettant l'agriculture aujourd'hui au cœur des enjeux écologiques, que ce soit au niveau de la biodiversité, de la conservation des sols. Il y a le défi sanitaire, car l'alimentation, c'est un pilier de la santé des hommes. Il y a le défi géopolitique qui confronte l'agriculture entre le principe de souveraineté de notre système alimentaire en France, mais aussi le principe d'universalité sur comment nourrir les hommes partout autour de la planète. Il y a bien sûr le défi énergétique sur comment produire des nouveaux carburants, des nouvelles sources d'électricité, de gaz, de biogaz. L'agriculture a un enjeu sur ce sujet-là. Puis il y a les défis sociétaux à travers les attentes de la bientraitance animale des citoyens, mais également des nouvelles sociologies de consommation dans l'alimentation. Puis, bien entendu, il y a les défis économiques afin de faire de l'agriculture un agent économique créateur de richesse. Ça, c'est les points importants. Donc, finalement, aujourd'hui, l'innovation, elle cherche à répondre à cette nécessité de nourrir l'humanité dans un contexte sociétal qui est un mouvement. Un mouvement parce que d'ici 30 ans, la demande et l'enjeu alimentaire sera supérieur de 50%. Ce défi, il se met aussi en perspective de problématiques et d'urgences écologiques, car l'agriculture doit aussi avoir cet apport de responsabilité par rapport à ce qu'elle fait réellement, ce qui n'oppose pas les agricultures entre elles, parce que les défis, c'est les défis des agricultures au pluriel, et pour réussir à créer des systèmes qui produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre et qui permettent de s'inscrire dans une politique durable et sociale. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, dans l'enjeu de souveraineté, il y a aussi l'enjeu énergétique par rapport à l'agriculture. Et aujourd'hui, on sait que c'est un agent de production d'énergie durable, que ce soit par le biogaz ou par le soleil, car finalement, la plus grande surface de toiture aujourd'hui en France, ce sont les hangars agricoles. Or, la transition technologique de l'agriculture, elle s'est construite au fil des décennies et des événements à la fois politiques et sociaux qui ont animé notre humanité. Déjà, il y a l'agriculture 1.0
c'est celle qu'on connaît depuis toujours et qui est celle qui est la plus longuement inscrite dans le temps depuis l'existence même de l'humanité, c'est-à-dire l'agriculture manuelle et vivrière, et donc peu productive, mais productive juste pour subvenir, quand c'était possible, à des systèmes alimentaires localisés. Quand c'était possible, parce que c'est cette agriculture-là aussi qui a été source par moment de conflits de la faim dans l'humanité, même si ça existe encore, ce point-là. Puis, la transition technologique a continué à s'opérer, même si sous l'ère de l'agriculture 1.0, il y a eu des évolutions techniques, mais le saut technologique s'est fait après la Seconde Guerre mondiale avec la révolution de la chimie et de la mécanique, permettant l'émergence de ce qu'on appelle un peu, de façon caricaturale, mais juste tout de même, qui est l'agribusiness. Ça, c'est un point essentiel dans cette révolution de l'agriculture 2.0. Et puis, à l'heure du XXIe siècle, les choses se sont accélérées d'autant plus sur la transition technologique du monde agricole, parce qu'on a l'agriculture 3.0 qui est née de la révolution numérique. On est passé d'une agriculture de l'industrie à une agriculture de la connaissance, intégrant la technologie au sein de la ferme. Et puis enfin, et c'est ce qui est aujourd'hui moteur de transition technologique pour l'agriculture, c'est l'agriculture qu'on pourrait appeler 4.0. C'est le schéma que je vous ai mis sur ma droite. Cette agriculture 4.0, c'est l'agriculture de la donnée, du big data, qui intègre autant l'automatisme, l'interconnectivité des éléments et l'exploitation de la donnée. Donc cette agriculture de l'automatisation, on la retrouve sur tous les métiers et branches du monde paysan, que ce soit en végétal ou en animal. Et donc, les exemples peut-être les plus marquants qu'on peut citer, c'est la robotique agricole, les serres connectées, la blockchain aujourd'hui pour faire de la traçabilité et du contrôle qualité, l'automatisation au niveau de la gestion des cheptels, etc. Donc, cette transition technologique, elle est inhérente à l'histoire de l'agriculture qui est millénaire. Les agriculteurs sont les casques bleus de notre alimentation, mais elle s'est accélérée très récemment via l'émergence de nouvelles technologies qui ont été utilisées pour le monde agricole. Et donc, quelque part, il y a une nécessité d'investir dans l'innovation de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est un peu mon leitmotiv depuis déjà quelques années pour justement nourrir cette humanité, maintenir notre souveraineté. J'ai eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là auprès du ministère de la Défense, notamment ces questions de souveraineté qui sont centrales aujourd'hui. Il y a aussi la question d'assurer la sécurité et la qualité de nos alimentations, les rendre sains, durables, avec un impact bénéfique sur l'agriculture et l'environnement. Aujourd'hui, l'agriculture peut être stockeur de carbone aussi et répondre ainsi à ces enjeux climatiques, accompagner la transition sociétale et générationnelle du monde agricole, car il ne faut pas oublier aussi que ce renouvellement de génération va peut-être amener à trouver une agriculture qui serait un jour peut-être sans agriculteurs, en caricaturant le sujet, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Donc, quelle est la part de l'innovation par rapport à ces changements sociétaux? Et puis, repenser notre modèle économique, notamment auprès de nombreuses externalités qu'apporte l'agriculture. Ça, on oublie, souvent on dit que les agriculteurs sont les héros du 21e siècle parce qu'ils nous nourrissent, ils produisent pour certains de l'énergie et puis surtout ils participent à l'aménagement de notre territoire et l'innovation a sa part à apporter dans ces grands enjeux de notre siècle. Alors par rapport à ça, justement, il y a différentes filières de l'innovation dans l'agri-food tech, agri-tech et food tech. Je ne vais pas tous vous les citer. Là, c'est ce que je vous présente devant vous. C'est le panorama un peu mondial qui a été ciblé par AgFounder, qui est une structure américaine très présente sur l'innovation agricole. Ils ont ciblé un panorama des grandes technologies aujourd'hui de notre siècle pour le monde agricole. Il y a forcément les biomatériaux, les bioénergies, les agri-absorbants aujourd'hui qu'on peut mettre dans les sols pour la rétention d'eau, la biotechnologie agricole, mais aussi les technologies microbiologiques pour la régénération des sols, mais aussi ensuite la robotique, bien entendu, le management, le farm system via les technologies informatiques,
Mais également, si on regarde sur la partie plutôt alimentation, aujourd'hui, on a le e-grocery, donc le shop en ligne, les marketplaces, où il y a eu un très fort développement, puis aussi des nouveaux modes d'agriculture qu'on peut trouver comme l'aquaponie ou l'agriculture verticale, l'agriculture urbaine, qui sont des nouveaux modes de maître de l'agriculture dans une société qui est en évolution. Et donc, si on regarde la dynamique mondiale des investissements dans l'agtech, il y a eu une très forte accélération sur ces dernières années. On n'a pas encore obtenu les chiffres de 2022. Ils seront sans doute supérieurs à ce qui a été fait en 2021, mais on parle de cinquantaine de milliards d'euros investis dans l'agritech. Mais paradoxalement, quand on regarde vers quoi sont sourcés ces investissements, ce n'est pas forcément directement dans l'amélioration de la technologie des agriculteurs, mais c'est beaucoup dans la marketplace, le e-commerce et la gestion de la logistique pour les agriculteurs. C'est aujourd'hui, factuellement, ce qu'on remarque au niveau mondial, à la fois sur le nombre de deals réalisés que sur les montants de financement qui ont été alloués. Donc, c'est un peu un paradoxe par rapport aux enjeux de notre siècle et à la part que l'innovation peut apporter. Finalement, il y a des enjeux importants d'investissement dans l'innovation pour accompagner les grandes triptyques enjeux fondamentaux de notre siècle que je vous ai présentés. Mais l'argent est aujourd'hui sourcé plutôt sur des e-commerce et plateformes alimentaires, ce qui peut être paradoxal. Et puis, le French paradoxe aussi, c'est que la France, qui est quand même une grande nation agricole, de par sa production et de par la qualité aussi de sa production, que ce soit en volume ou en quantité, c'est malheureusement un pays qui est en retard par rapport à l'investissement qu'il fait dans son agriculture, dans l'innovation de son agriculture. Donc finalement, la dynamique mondiale, elle se situe aux États-Unis et en Asie, dans l'investissement dans l'innovation agricole, alors que la France est une grande nation agricole. Donc ça, c'est un point qui est beaucoup souligné de nos confrères aussi dans l'investissement agricole. Il y a une sorte de paradoxe français par rapport à la grandeur de notre agriculture et les ressources financières qu'on peut allouer dans l'innovation de nos agricultures, ce qui pose aussi la question de la souveraineté de notre technologie. Donc ce French paradoxe, c'est ça. C'est 400 000 agriculteurs en 2021, 55% qui ont plus de 50 ans, une surface agricole qui est de 26 millions d'hectares, 14 000 entreprises agroalimentaires, 2300 coopératives agricoles. Ça, c'est un peu une exception mondiale. On trouve ça aussi au Japon, beaucoup. 389 000 exploitations agricoles. Donc la France, c'est un champion mondial de l'agriculture et pourtant tellement en retard sur le financement de son innovation. Parce qu'on est malheureusement qu'à la 8e place du financement de l'agtech. Et encore à l'échelle européenne, la France est plutôt un bon élève. Donc, si je regarde les montants qui sont levés pour notre agri-food-tech française, ce sont des éléments que je remonte de mes collègues de la ferme digitale. Ça, je ne vous l'ai pas dit en entrée. Donc, Canopé est partenaire de la ferme digitale, d'Agri-Sud-Ouest Innovation, des différentes places financières dans l'accompagnement du financement de ces innovations. Donc, on a ces éléments que je peux vous communiquer sur les grands métriques de financement de l'innovation en France pour l'agri-food-tech. Aujourd'hui, on est finalement qu'à 1 milliard d'euros investis quand on est à 55 milliards au niveau national et que les États-Unis, c'est presque 20 milliards. Donc, il y a ce paradoxe un peu surprenant entre le poids de nos financements dans l'innovation agricole et la grandeur de notre puissance agricole au niveau national. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu de financements, même s'il y a eu une forte progression en 2021, qui sont faits en ce qu'on appelle un seed, c'est-à-dire un financement de l'amorçage, et que le gros des levées sont surtout orientés vers ce qu'on appelle les séries A, série B, série C, c'est-à-dire les phases qui suivent l'amorçage de l'entreprise quand elle commence à être en mesure de présenter un business model viable et avoir une capacité de valorisation intéressante pour des acteurs du financement. Donc ça nous met face à un point intéressant que je soulignerai plus tard, c'est qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui dans le financement de l'innovation qui est celle de l'amorçage. Et ça, on y viendra très vite.
Alors aujourd'hui, quelles sont les thématiques prioritaires qui sont regardées dans l'agritech, sur le financement de l'agritech? Il y a à la fois le collecte et le traitement de la donnée. Finalement, ce n'est pas surprenant. Je vous disais qu'on est passé sur une agriculture industrielle vers une agriculture de la connaissance qui est ensuite devenue une agriculture de la donnée. Donc, le collecte et le traitement de la donnée sont des principales thématiques qui font l'objet de financement. Il y a aussi l'alternative aux intrants pharmacochimiques, l'amélioration des techniques culturelles, l'économie circulaire qui est très présente, la traçabilité via la blockchain, la digitalisation des process. Donc ça, c'est un peu la robotique agricole. Ça, c'est un peu les grands sujets aujourd'hui des investissements dans les innovations agricoles. La formation est au dernier rang et on retrouve un peu au milieu l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Aujourd'hui, je pense qu'en 2022, 2023 et sur 2024, on va avoir une émergence plus forte de la biotechnologie, des investissements dans l'extraction végétale et matériaux biosourcés. C'est des opérations qu'on voit de plus en plus fréquentes aujourd'hui dans nos cabinets. Et quand je demande à mes collègues start-upers quelles sont les difficultés qu'ils ont à entreprendre, à innover, ce qui relève aujourd'hui, et ça c'est basé sur une soixantaine d'interviews qui ont été conduites par la ferme digitale, mais le financement, c'est la première cause des freins qu'ils ont aujourd'hui dans leur projet et dans justement le développement de leurs innovations. La capacité d'accès au marché vient ensuite. Quand on parle de la capacité d'accès au marché et qu'on creuse un peu le sujet, on se rend vite compte que c'est une capacité d'accès au marché qui n'est pas forcément nationale, mais qui est internationale. Donc, on produit des technologies, mais on a du mal ensuite à les exporter plus largement que notre territoire. Et puis après, il y a aussi la connaissance de l'écosystème des financeurs de l'entrepreneuriat sur les enjeux de l'agritech. Et donc là, il y a un travail d'évangélisation qui est à conduire et qui se renforce de plus en plus. Si vous allez au Salon de l'agriculture cette année, vous verrez au Hall 4 à quel point l'agritech aura une place importante au milieu de tous les institutionnels. Donc l'écosystème, il est constitué de plusieurs silos. L'écosystème du monde de l'agtech et de la foodtech. Il y a les startup studios qui sont malheureusement très peu nombreux. On en voit de plus en plus se développer, et ce qui est plutôt une bonne chose, que ce soit par des initiatives privées de collectifs d'entrepreneurs. On a tous en tête l'actualité des équipes de Xavier Niel qui, après avoir créé la station F, a créé Hectare, puis l'école de codage et technologie a créé Hectare pour, on va dire, accompagner ces grands défis que je vous ai présentés en introduction. Mais il y a également des accélérateurs, la Green Tech Valley, qui est peut-être connue de beaucoup d'entre vous, qui est une initiative aussi régionale. Vous avez des incubateurs, le Sommoir, par exemple, à Purpan, le village Baïséa par le Crédit Agricole. Vous avez des profils de business angel. Kim Aventure, c'est pareil, c'est la Galaxie Niel, mais d'autres groupes de business angels qui s'organisent pour accompagner le monde agricole. Et puis après, vous avez toute la famille du venture capital, donc du capital risque, Demeter, Idia, Stanor, tout ça. J'y reviendrai un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer comment cet écosystème s'organise. Et aujourd'hui, voilà, il y a à la fois un capital humain qui doit être apporté dans le financement dans l'accompagnement des innovations et du capital financier pour accompagner ces innovations. Donc, l'écosystème français, il est quand même dynamique si on regarde par rapport à l'échelle européenne. Je vous ai cité 6 acteurs intéressants si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet sur quel est l'écosystème de l'agri-food-tech. Vous avez Co-Farming, qui est basé à Toulouse, qui est un peu le pendant aussi de la ferme digitale avec une approche qui est complémentaire, qui vise à connecter un peu plus le digital dans l'innovation agricole. Après, vous avez RobAgri qui mutualise le monde de la robotique agricole, qui est un pilier important aujourd'hui des innovations du monde agricole. Vous avez l'écosystème de la food tech, de la wine tech, dont on a beaucoup parlé cette semaine à l'occasion de Wine Paris, puis la wood tech, qui était peut-être un peu un sujet oublié, mais
on minimise peut-être aussi la capacité de la sylviculture dans la captation du carbone aujourd'hui dans les enjeux climatiques. Ce qui est important aussi de souligner dans le monde de l'innovation agricole, c'est qu'il y a pas que des initiatives nationales qui se construisent, mais il y a aussi des initiatives régionales. Beaucoup, par exemple, dans la région Pays de la Loire, avec l'Agri Farm Lab, qui est un peu, je pense, une référence dans ce qu'on appellerait le smart farming ou les fermes un peu innovantes. Quand on parle de ferme innovante ou de smart farming, il ne faut pas, je pense, opposer les agricultures entre elles. Elles sont toutes complémentaires, quelle que soit leur conduite. L'innovation est au service de l'ensemble de ces agricultures. Et il y a énormément d'initiatives régionales qui sont construites aujourd'hui, y compris en Occitanie également, et qui peuvent être aussi portées des fois par des écoles. Donc, le capital investissement et le financement de l'agriculture, si je les résume par, on va dire, 3 gros piliers importants du monde du financement. Alors déjà, on a les acteurs des grosses opérations qui proposent des solutions très structurées d'accompagnement. Il y a le Crédit Agricole qui est un pionnier incontournable du secteur, mais on a aussi d'autres fonds comme Capagro, Demeter, Sofiproteol, Unigrain, qui sont des structures de financement du capital d'innovation. Vous avez bien sûr des structures d'État comme BPI France. Et puis, vous avez ensuite d'autres écosystèmes qui cohabitent. Vous avez des petites et moyennes structures, mais qui participent à des solutions alternatives de financement. Ces alternatives sont complémentaires aux grosses structures existantes et font appel des fois de l'inclusivité sociétale, comme Mimosa, qui est une plateforme de crowdfunding créée en 2015, ou Lita, qui est également présent sur les innovations du monde agricole de façon beaucoup plus réduite en montant, et qui proposent tous deux à la fois des solutions de financement en capital ou en dette. Je vous présenterai quelques-uns de leurs outils. Et puis après, vous avez des petites, moyennes ou des petites structures dont certaines sont associées à des groupes d'élèves ingénieurs ou des écoles d'ingénieurs. Donc, vous avez Unilassal aujourd'hui qui a un petit fonds d'investissement qui met quand même des tickets qui peuvent dépasser 5 000 € en amorçage sur des projets agricoles, mais vous avez aussi Intel Agri Capital qui existe depuis les années 88, qui a été fondé par la fondation de Purpan, la fondation des écoles d'ingénieurs de Purpan, et qui a accompagné de nombreux projets innovants depuis les années 80, donc ça fait presque 40 ans que cet acteur est présent dans l'innovation agricole. Il a accompagné des boîtes comme EcoCert, Geosys, en imagerie satellite, etc. Donc, c'est important, je pense, de souligner que cet écosystème est large et malheureusement bien trop petit pour accompagner les enjeux du monde agricole et avec des outils qui ne sont pas toujours des fois adaptés, mais qui ont le mérite d'être nombreux. Alors, vous avez des outils propres à des capitaux privés, les obligations convertibles, les bons de souscription d'actions, les actions ordinaires, etc. Vous avez l'investissement public, la partie plus crowdfunding, donc c'est-à-dire que le pourvoyeur de fonds sur des outils qui existent dans les capitaux privés deviennent des citoyens qui prennent part à des innovations du monde agricole, souvent associées à des transitions sociales et écologiques. Puis après, vous avez tout le métier de la dette qui sont des fois pas toujours simples à appréhender pour une société innovante, étant donné qu'elle n'a pas encore des perspectives de génération de chiffre d'affaires immédiate, et qui sont le prêt d'amorçage ou les prêts participatifs. Et bien sûr, l'aide publique, qui pour le coup n'est non dilutive, c'est-à-dire ne dilue pas les dirigeants dans leur gouvernance et n'est exigible que si le contrat passé avec l'aide publique n'est pas honoré. Mais il n'y a pas d'exigibilité par rapport à une rentabilité financière. En tout cas, pas tout le temps. Donc, je crois que j'arrive presque au bout du temps. Les conclusions que je peux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, notre French AgriTech, elle a des enjeux, elle a des opportunités auxquelles elle peut répondre. Donc, la première réponse est nourrir l'humanité en qualité et en quantité pour faire face à cette progression de 50%. Dans un contexte où il y a une surface agricole qui se réduit, etc. Donc, peut-être par la verticalisation de l'offre agricole, etc. La French AgriTech peut répondre aussi à l'adaptation de nos agricultures aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux aussi sociologiques de l'alimentation.
Aujourd'hui, on parle de flexitarien, on parle de végétalisation de l'offre. Ce sont des marqueurs forts de la société auxquels l'agriculture peut répondre aussi. Il y a également une réponse apportée par l'agritech sur le stockage du carbone, notamment par nos forêts. Et pour la première fois d'ailleurs cette année au Salon de l'agriculture, vous allez voir la French Wood Tech afficher un peu toutes ces pépites innovantes sur la sylviculture. C'est, je trouve, un marqueur fort aussi de notre période. Et puis, bien sûr, participer à la souveraineté à la fois alimentaire et technologique. Et donc là, je vais vous donner mon opinion qui est purement personnelle, hein. Comment on peut renforcer notre force de frappe aujourd'hui dans l'innovation agricole? Déjà, le premier, c'est renforcer nos écosystèmes, car aujourd'hui, il faut qu'ils puissent rayonner à l'international et qu'on puisse être souverain dans nos technologies, parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une recherche qui est développée en France, donc on va développer nos technologies, mais ça va se faire racheter et ça va sortir hors du territoire national. Et donc, quelque part, on perd aussi cette souveraineté technologique. Donc, il y a renforcer nos écosystèmes, il y a financer nos entrepreneurs. Et pour ça, il faut, selon moi, et j'ai pu le vivre au quotidien aussi, hein, c'est faciliter, simplifier l'accès au financement, l'adapter aussi aux enjeux de transition dans l'approche du risque. Aujourd'hui, quand on finançait des projets, on avait une approche qui était très centrée sur le pur concept de la rentabilité financière, sans se poser la question de quelles externalités sociales et environnementales on pouvait apporter aussi par notre projet. Puis il y a le concept de protéger. Donc là, il y a des travaux aujourd'hui qui tournent sur comment on peut définir le concept d'entreprise agricole innovante dans le code rural, comment on peut rendre incitatif l'investissement et la prise de risque dans ce type d'entreprise innovante du monde agricole qui participent à la transition sociale et écologique, et tous ces dispositifs d'intelligence économique conduits par l'État pour protéger ces actifs industriels d'innovation agricole. Puis il y a, je pense aussi, deux éléments importants qu'on oublie des fois de citer. Il y a former autant les étudiants que les dirigeants, mais aussi les investisseurs aux enjeux d'une innovation agricole. C'est beaucoup ce que conduit la ferme digitale aujourd'hui en ayant des partenaires financiers dans leur écosystème. Et puis, il y a coopérer. C'est la coopération. Moi, je l'ai vécu sur de nombreux projets. La coopération, elle peut se faire entre le monde public et le monde privé, et l'agriculteur et le citoyen sur des projets d'innovation, mais aussi au niveau européen, au niveau entreprise agriculteur. Donc voilà les grands points que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui te remercions beaucoup, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté de l'intérêt. En tout cas, merci à tous les participants, merci à Baptiste. Et puis, n'oubliez pas que dans un mois, jour pour jour, donc, vous retrouvez Patrick Bourg et Audrey Desormeaux qui vont traiter aussi d'innovation dans le cadre de la filière laine française à travers la question d'outils qui permettent à la filière d'assurer une traçabilité. Ça passe aussi par des outils technologiques, je pense. Et puis, le 13 avril, Marion Breteau, pareillement, nous traduira un peu les enjeux autour des protéines végétales d'origine française et dans le cadre de ses activités de création de filières avec l'entreprise Sa Majesté la Graine. Voilà pour les prochains rendez-vous. Merci encore et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.